Si l'homme que l'Amérique adorait autrefois à la télévision orchestrait secrètement un meurtre en coulisses, alors le silence se brise ce soir. Dans une révélation choquante que personne n'avait prévue, des images récemment découvertes révèlent un Frank Fritz visiblement perturbé racontant le moment effrayant où il a réalisé que Rick Harrison n'était pas seulement un concurrent, mais une menace mortelle pour sa vie. Cette révélation fait suite à la révélation par Shinley de l'agression de Rick dans la prison, et quelques mois seulement après que les procureurs fédéraux ont confirmé l'implication de Rick auprès des autorités dans une enquête massive sur la traite des êtres humains. Pourquoi Rick voudrait-il que Frank parte? Quel secret Frank détenait-il? Jusqu'où va la trahison? Ce que vous êtes sur le point d'entendre modifiera tout ce que vous pensiez savoir sur l'héritage des Pawn Stars. Restez à l'écoute. Avant de plonger, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour les mises à jour. Ce n'était pas censé se terminer de cette façon. Un homme qui a passé d'innombrables années à évaluer des mousquets rares de la guerre civile et des montres Rolex vintage dans une émission de télévision nationale bien aimée repose maintenant ensanglanté dans une cellule de prison en béton froid, trahi par ceux-là même qu'il appelait autrefois ses frères. Pour Rick Harrison, la tristement célèbre figure derrière le Gold and Silver Pawn Shop est le visage de l'émission de télé-réalité à succès Étoile de Pion, les caméras ont depuis longtemps cessé de tourner. Le silence à l'intérieur de la prison est bien plus assourdissant que n'importe quel film de réalisateur. Le bruit des portes en fer, le regard inflexible des gardiens de prison et les menaces murmurées par les détenus environnants constituent désormais la bande originale de la vie de Rick. Mais les mots murmurés qui résonnent juste à l'extérieur sont peut-être encore plus accablants que les barres d'acier froides et les murs de béton. Au milieu de ce chaos, Shinley, l'ami de toujours, costard et partenaire commercial de Rick, a finalement décidé de briser son silence. Et ce qu'il a à dire pourrait radicalement modifier le cours de cette histoire qui se déroule. Shinley n'était pas seulement une autre personnalité de télé-réalité. Aux fans de Étoile de Pion, il était le soulagement comique, l'acolyte adorable qui ne faisait pas toujours les choses correctement mais apportait un sentiment de chaleur et d'humanité à l'écran. Hors caméra, cependant, Shinley connaissait un côté beaucoup plus sombre de Rick Harrison, un côté plus froid et plus calculateur. Et après l'agression brutale de Rick en prison, la voix de Shinley a désormais un poids qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Le monde se demande désormais, pourquoi Rick Harrison a-t-il été attaqué en prison? Plus important encore, qui l'a commandé? Tout a commencé par des rumeurs, des chuchotements dans les coins sombres des forums en ligne, qui ont rapidement dégénéré en gros titres. Rick Harrison coopère avec le gouvernement fédéral. Le vif d'or derrière les barreaux. La star de Pawn Stars donne des noms dans le cadre d'une enquête fédérale massive. Mais derrière chaque titre sensationnel se cache une vérité bien plus sombre que quiconque aurait pu l'imaginer. Selon des sources proches du dossier, Rick Harrison n'a pas fini en prison pour blanchiment d'argent et trafic d'êtres humains. Il est entré dans ces murs en sachant qu'il avait des noms critiques à échanger ou des noms si puissants qu'ils ont obligé les agents fédéraux à se redresser sur leurs chaises. Des noms qui pourraient dévoiler une vaste opération criminelle vieille de plusieurs décennies impliquant des comptes offshore, des tunnels cachés et le genre de souffrance humaine que peu de gens peuvent comprendre. C'est une tournure qui a propulsé la saga Pawn Stars dans un territoire inexploré et profondément troublant. Mais l'histoire n'a pas commencé avec l'arrestation de Rick ou l'enquête fédérale. Tout a commencé dans l'endroit le plus improbable, un canapé usé dans un entrepôt encombré de Las Vegas, entouré de pièces de monnaie rares, d'antiquités poussiéreuses et une équipe de tournage filmant ce qu'ils pensaient être une émission familiale saine. À cette époque, Rick Harrison était le roi incontesté du monde des pions. Avec sa voix grave et son esprit vif, il pouvait convaincre n'importe qui qu'une épée de samouraï cassée valait $10 000. Il était l'expert, le réparateur, celui qui pouvait conclure un accord, même si cela impliquait de contourner les règles. Mais cette soif de pouvoir, de contrôle, ne s'est pas arrêtée au comptoir des prêteurs sur gage. D'après ce que Shinley a révélé depuis, l'ambition de Rick s'étendait bien au-delà du commerce des antiquités et objets de collection rares. Dans les coulisses de son empire prospère, Rick dirigeait d'autres entreprises, des partenariats secrets, des accords douteux et des relations que personne sur le plateau n'osait remettre en question. Pendant des années, Shinley a gardé la tête baissée, riant lorsque Rick faisait une blague, hochant la tête lorsqu'il concluait de grosses affaires. Mais tout a changé le jour où Rick l'a regardé dans les yeux et a mentionné avec désinvolture le déplacement de produits à travers les frontières des États. Pas des bijoux. Pas des antiquités. Personne. C'est le jour où, dit Shinley, il s'est senti physiquement malade. C'est le jour où il a commencé à voir Rick sous un angle complètement différent. Même alors, Shinley est restée silencieuse. Pourquoi?
Peur. Peur de se retrouver mêlé au désordre. Peur de perdre tout ce pour quoi il avait travaillé. Peur que l'empire de Rick soit bien plus dangereux et bien plus protégé que quiconque ne l'aurait jamais imaginé. Ce n'est qu'après l'arrestation de Rick et, plus horrible encore, les coups brutaux qu'il a endurés en prison que Shirley s'est senti obligé de s'exprimer. Car en prison, les règles sont différentes. Les péchés d'un homme ne restent pas cachés, ils deviennent une monnaie d'échange. Et pour Rick, ces péchés étaient nombreux. Si vous pensiez que révéler des noms allégerait la peine, vous avez oublié un détail crucial. Les noms que Rick remettait n'étaient pas ceux de n'importe qui, c'étaient des noms appartenant à des hommes puissants. Des hommes qui avaient des soldats à l'intérieur. Des hommes qui pouvaient et voulaient riposter. Selon des documents divulgués et des conseils anonymes d'agents pénitentiaires, l'agression de Rick dans la prison n'était pas un incident aléatoire. C'était planifié, chronométré et le châtiment dans sa forme la plus pure. L'assaut n'était pas seulement un message, c'était un avertissement, vous nous avez trahis. Vous avez parlé. Maintenant vous saignez. Et ces agresseurs? Ce n'étaient pas des étrangers. C'étaient des hommes avec qui il avait dîné autrefois. Associés d'affaires. Amis concessionnaires. Des hommes qui lui avaient autrefois serré la main pour des contrats scellés de sang silencieux. Les conséquences de l'attaque? C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Shirley. Ce qu'il a vu sur la photo de l'hôpital, le visage enflé de Rick, un œil presque fermé, des points de suture sur son front, n'était pas justice. C'était une rétribution. Shirley, accablé par des années de secrets, a finalement fait un choix, le silence n'était plus une option. Maintenant, Shirley a proposé un aperçu exclusif de la double vie de Rick. Il a révélé comment le prêteur sur gage aurait été utilisé comme façade pour le blanchiment d'argent via des évaluations frauduleuses. Comment les itinéraires de trafic ont été discutés ouvertement sous couvert des inventaires. Comment une femme a confié un jour à Shirley que les opérations de Rick allaient bien au-delà des biens mis en gage. Mais la partie la plus troublante du récit de Shirley ne réside peut-être pas dans les détails, mais dans son ton. Il n'a pas seulement le cœur brisé. Il est furieux. Trahi. Horrifié que quelqu'un qu'il considérait autrefois comme un frère puisse se livrer à des crimes contre l'humanité aussi impitoyables et sans cœur. Et peut-être le plus effrayant de tous, Rick n'a jamais montré le moindre remords. Selon Shirley, Rick ne considérait pas ces crimes comme des erreurs. Il les considérait comme des réalisations. En tant que stratégies commerciales intelligentes. Et c'est, plus que toute autre chose, ce qui a finalement brisé la loyauté de Shirley. Il n'y a plus de retour en arrière maintenant. Les fédéraux écoutent. Le public regarde. Rick Harrison, qu'il sorte de prison ou non, ne sera plus jamais le personnage que des millions de personnes admiraient autrefois à la télévision. Cette histoire n'est pas simplement une question de gloire, il s'agit de pouvoir, de corruption et d'un effondrement moral si profond qu'il a fallu une soif insatiable de trahison, d'effusion de sang et de tromperie pour tout mettre en lumière. Et pourtant, une question persiste. Rick Harrison était-il vraiment le cerveau derrière tout cela? Ou n'était-il qu'un pion supplémentaire dans un jeu bien plus vaste et bien plus meurtrier? C'est la question à laquelle cette recherche tentera de répondre. Dans les chapitres à venir, nous examinerons les preuves, entendrons les témoignages et saisirons les moments subtils, souvent inexprimés, qui racontent l'histoire la plus profonde. Nous découvrirons qui avait tout à gagner, qui avait tout à perdre et quels secrets étaient soigneusement cachés sous les lumières éblouissantes de Las Vegas. Et à la fin, une vérité douloureuse deviendra indéniable. Tous les pions ne peuvent pas échapper à leur sort. Bien avant les photos, les barreaux de prison et les enquêtes fédérales chuchotaient sur les trahisons, Rick Harrison incarnait l'image même du rêve américain ou du moins, c'est ce qui était présenté sur l'écran de télévision. Avec son sourire sarcastique caractéristique, sa voix grave et ses talents de négociateur acéré, il a transformé un petit prêteur sur gage poussiéreux du centre-ville de Las Vegas en un nom reconnu dans tout le pays. Mais la véritable histoire derrière son ascension et sa chute éventuelle est bien plus complexe qu'une success story transformée en scandale. C'est un récit d'ambition, de tromperie et d'une descente si rapide et si abrupte qu'elle a bouleversé la vie de tous ses proches. Rick Harrison est né à Las Vegas, dans le Nevada, le 22 mars 1965. Ville connue pour ses fortunes volatiles, Las Vegas a façonné son ADN. Le monde trépidant de la victoire ou de la défaite, de l'ascension ou de la chute, faisait partie du tissu de sa vie dès le début. Il a appris très tôt que les affaires n'étaient pas une question de sentiment, c'était une question d'opportunité. Adolescent, Rick sortait de faux sacs Gucci du coffre de sa voiture.
Il ne s'agissait pas du glamour de la haute couture, mais du profit. Cette première leçon sur le pouvoir de l'argent rapide, sur l'utilisation des bons mots et sur le bon sens de l'opportunité, a donné le ton pour son avenir. Lorsque Rick s'est associé à son père, Richard Holman Harrison, pour diriger le Gold and Silver Pawn Shop en 1989, c'était plus qu'une simple entreprise familiale. C'était un pari calculé et fait par la ville elle-même. Las Vegas, peuplé de joueurs désespérés, de touristes de passage et de rêveurs à la recherche de fortunes éphémères, était le décor idéal pour un prêteur sur gage, où tout pouvait être acheté ou vendu, des antiquités de valeur aux rêves brisés. Rick l'a compris. Il a construit son empire sur le chaos d'une ville toujours en manque d'argent, transformant le prêteur sur gage en un sanctuaire pour ceux qui n'ont pas de chance. Pendant des années, l'entreprise a fonctionné de manière calme et peu spectaculaire, typique des prêteurs sur gage, transactions de routine, alliances oubliées, objets de collection dépassés depuis longtemps. Mais Rick avait toujours une vision plus grande. Il voyait Las Vegas non seulement comme une ville mais comme une scène, et il était prêt à être sous les projecteurs. En 2009, sa vision est devenue réalité lorsqu'History Channel a lancé Étoile de Pion. Le spectacle est devenu une sensation instantanée. Le public était à l'écoute chaque semaine pour regarder Rick, son fils Corey, Holman et le toujours maladroit Shane les marchander sur tout, des rares épées de samouraï aux pièces de navettes spatiales. Mais le véritable attrait ne résidait pas dans les objets, mais dans les personnalités. Rick s'est imposé comme un expert direct et pragmatique, l'homme qui savait toujours repérer un bluff. Derrière son sourire sarcastique se cachait un esprit calculant les marges, pesant les accords et manipulant les moments pour un effet maximal. Cependant, la célébrité a tendance à déformer la réalité. Avec le succès est venue la richesse, et avec la richesse est venue l'attention. Soudain, Rick a eu accès à des endroits et à des personnes dont il n'avait jamais rêvé. Clubs exclusifs, événements très médiatisés, investisseurs aux poches profondes et motivations plus sombres. Et c'est là que l'histoire prend une tournure dangereuse. Alors que les téléspectateurs voyaient Rick négocier des artefacts rares et des reliques historiques, ses proches ont commencé à remarquer des changements plus sombres dans sa vie hors caméra. Des sources proches de l'entreprise de Rick suggèrent que le prêteur sur gage, autrefois un refuge pour ceux qui avaient besoin d'argent rapidement, a commencé à servir de façade, non seulement pour des antiquités légitimes, mais aussi pour des produits plus douteux. Des objets sans provenance claire, des objets qui pourraient disparaître sans laisser de traces. Une économie parallèle a commencé à prendre racine, fonctionnant tranquillement sous la surface. Les rumeurs grandissaient. Réunions privées dans le back-office. Conversations interrompues par des arrivées inattendues. Des associés que personne n'a reconnus se glissaient dans et hors du magasin sous le couvert de l'obscurité. Et pourtant, devant la caméra, Rick a conservé son caractère cool et calculateur. Mais en coulisses, les choses commençaient à se dégrader. Les relations de Rick ont commencé à se détériorer. Son fils Corey est devenu plus distant. Shane, autrefois un incontournable de la série, a commencé à manquer des épisodes. Les fans ont commencé à sentir que la magie s'estompait, les offres semblaient plus froides, les sourires moins authentiques. Ce n'était pas seulement l'usure de la renommée, c'était le poids de quelque chose de bien plus sombre, quelque chose qui avait commencé à éclipser tout le reste. En 2022, ce qui a commencé comme une simple enquête d'évasion fiscale menée par le FBI a rapidement révélé un réseau de comptes offshore, de transferts suspects et de liens avec des criminels connus. Le Gold and Silver Pawn Shop, autrefois une destination touristique pittoresque, était désormais considéré comme une plaque tournante d'activités beaucoup plus vastes et plus sinistres. Au moment où les agents fédéraux se sont présentés avec un mandat de perquisition, l'écriture était déjà sur le mur. L'arrestation de Rick a choqué le public accusé de blanchiment d'argent, de trafic d'êtres humains et de direction d'un syndicat du crime organisé. Les procureurs l'ont dépeint comme le cerveau d'une entreprise criminelle opérant sous le couvert d'une entreprise légitime. Le même charme qui avait fait de lui un nom connu était désormais considéré comme un outil de manipulation et de préméditation. Mais l'élément le plus choquant de l'affaire n'est peut-être pas l'arrestation elle-même, mais le comportement de Rick. Pas de panique. Aucune explosion publique. Juste une photo d'arrestation stoïque et un silence qui en disait long. Des sources proches de l'enquête suggèrent que le silence de Rick n'était pas seulement une tentative de rester calme, il faisait partie d'une stratégie calculée. Derrière les barreaux, il ne négociait pas avec ses codétenus, mais avec les procureurs. Il avait des noms. Il avait des contacts. Il avait des traces écrites qui pourraient dévoiler toute l'opération. Il savait où les corps étaient enterrés au sens figuré,
et certains prétendent, au sens propre, il était prêt à partager ce qu'il savait. Ce qui a suivi a été une réaction en chaîne que personne n'avait vu venir. Plusieurs anciens partenaires commerciaux de Rick ont été arrêtés. Une propriété cachée à l'extérieur de Las Vegas a été perquisitionnée. Et peut-être le plus effrayant de tous, des victimes de la traite des êtres humains se sont manifestées, impliquant Rick et ses associés dans un réseau d'exploitation. Rick Harrison, autrefois le visage de l'entrepreneuriat américain, est désormais accusé de diriger un réseau de trafic d'êtres humains. La réaction du public a été rapide et impitoyable. Les amateurs de étoiles de pion supprimaient les anciens épisodes de leur DVR. Les sponsors se sont retirés. Les rediffusions ont disparu des services de streaming. History Channel a publié une déclaration laconique, prenant ses distances avec les actions de Rick, qualifiant sa conduite de « profondément dérangeante » et ne reflétant en aucun cas les valeurs du réseau. Mais à mesure que le monde extérieur s'effondrait, le monde intérieur de la prison devenait encore plus dangereux. La rumeur s'est répandue selon laquelle Rick coopérait avec le gouvernement fédéral et en prison, c'est une condamnation à mort. Des rapports internes ont indiqué que Rick avait été pris pour cible presque immédiatement. Il a été transféré entre les cellules, placé en détention préventive, mais cela n'a pas suffi. L'assaut a eu lieu un mardi. Rick aurait été attiré dans un couloir sous prétexte d'une réunion, où il a été pris en embuscade, battu et laissé inconscient. Les gardes l'ont trouvé étendu dans une mare de sang, le visage meurtri, avec une mâchoire fracturée, des côtes cassées et un œil enflé. Il ne s'agissait pas d'un acte de violence aléatoire. C'était des représailles. Le message était clair, restez silencieux ou payez le prix. Et pourtant, le silence de Rick perdura. Reste à savoir s'il a continué à coopérer avec les autorités. Ce qui est indéniable, cependant, c'est qu'en fin de compte, le silence est peut-être la seule chose qui l'a maintenu en vie. La réalité indéniable est l'impact profond de ces événements. Chaque jour qui passe, de plus en plus d'arrestations sont effectuées, de plus en plus d'actifs sont saisis et le nombre d'individus se retournant contre Rick continue de croître, y compris des personnalités comme Shinley, autrefois son allié de confiance. C'est une ironie tragique que maintenant, après des années passées à bâtir un empire sur le dos de désespérés, Rick se retrouve entièrement à la merci du système même qu'il pensait autrefois pouvoir déjouer. Son accession au pouvoir a été rapide et spectaculaire, mais sa chute a été tout simplement désastreuse. Pourtant, même si cela semble être la fin, la vérité est loin d'être révélée. À mesure que de plus en plus de personnes partagent leurs récits, de plus en plus de secrets sur l'empire de Rick Harrison sont découverts. L'histoire vraie de la façon dont il a construit son empire, des vies qu'il a détruites en cours de route et de ce qu'il attend se déroule toujours. Le prêteur sur gage a peut-être fermé ses portes, mais le bilan qui s'ensuit ne fait que commencer. Cette enquête n'a pas débouché sur un événement dramatique. Cela n'a même pas commencé avec Rick. Tout a commencé avec une plainte unique, presque oubliée, un murmure anonyme et presque ignoré. Une jeune femme, dont l'identité reste protégée par les lois fédérales sur la vie privée, a déposé une plainte auprès d'une organisation à but non lucratif de Las Vegas axée sur l'aide aux victimes de la traite des êtres humains. Elle a déclaré avoir été vendue comme une marchandise via des canaux liés à une personne de haut niveau ou quelqu'un qu'elle appelait simplement « l'homme de la télévision ». Au début, ceux qui ont reçu la plainte n'y ont pas vraiment prêté attention. Les allégations impliquant des célébrités étaient rares et se révélaient souvent sans fondement. Mais cette jeune femme n'avait pas que des accusations, elle avait des preuves tangibles. Des enregistrements détaillés au nom, numéro de téléphone, adresse, historique de transactions et même des photographies suffisaient à faire remarquer même les agents fédéraux les plus sceptiques. Le rapport a finalement atterri sur les bureaux des agents de la sécurité intérieure, qui l'ont rapidement signalé pour une enquête plus approfondie. En creusant plus profondément, ce qu'ils ont découvert était profondément troublant. Les adresses fournies par la femme les ont conduits à des propriétés liées à des sociétés écrans, toutes remontant à nul autre que Rick Harrison. Ces entreprises étaient entourées de strates de détournement juridique, depuis des comptes offshore jusqu'à des SARL enregistrés sous des noms fictifs, en passant par des sociétés holding liées à d'anciens assistants de production et vendeurs de la série. Sur le papier, tout paraissait légitime. Mais la réalité était un réseau de tromperies. Ensuite, le FBI s'est impliqué en lançant une opération de surveillance secrète. Sous couvert de touristes, les agents visitaient le Gold and Silver Pawn Shop, effectuaient des achats, enregistraient des conversations et scrutaient les registres d'inventaire et d'expédition. Ce qu'ils ont découvert a confirmé leurs soupçons. D'importantes sommes d'argent étaient transférées des comptes du prêteur sur gage vers des comptes offshore opaques,
sans explication claire. Plus alarmant encore étaient les objets non répertoriés ou des objets jamais vus dans l'exposition, jamais ajoutés à l'inventaire officiel, mais clairement vendus. Parmi ces objets figuraient des armes à feu sans numéro de série, des appareils électroniques haut de gamme et des œuvres d'art aux origines douteuses. Ce n'étaient pas seulement des signes d'avertissement, c'étaient des signaux d'alarme indubitables. Mais c'est l'élément humain qui a finalement scellé l'affaire. Une autre victime s'est manifestée. Puis un troisième. L'un d'eux a révélé qu'il travaillait comme coursier pour l'activité parallèle de Rick. Au début, il croyait simplement transporter des colis pour une opération de revente discrète. C'était jusqu'à ce qu'il réalise qu'il déplaçait des mineurs d'un endroit à un autre. Lorsqu'elle a tenté de s'enfuir, elle a été menacée. Les détails qu'elle a fournis correspondaient à ceux de la première victime. Leur chronologie correspondait et les pseudonymes des hommes qu'ils avaient rencontrés ont commencé à se croiser. À ce stade, le FBI disposait de suffisamment de preuves pour aller de l'avant. Ils ont émis des assignations à comparaître pour les dossiers financiers de Rick et ont obtenu des images de surveillance de propriétés qui lui sont liées, notamment un entrepôt juste à l'extérieur de Las Vegas. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur a de quoi choquer même les agents les plus expérimentés, des pièces cachées derrière de faux murs, des caméras de sécurité pointées vers l'intérieur et l'extérieur, des serrures placées à l'extérieur des portes et des compartiments secrets remplis de faux passeports et de téléphones prépayés. Il ne s'agissait pas d'une opération commerciale, mais d'une plaque tournante du trafic d'êtres humains. Eric Harrison, l'homme qu'on a vu autrefois sourire derrière le comptoir vitré de son prêteur sur gage, était au centre même de tout cela. Pour construire un dossier plus solide, le FBI avait besoin de preuves plus concrètes liant directement Rick à ses opérations. C'est alors qu'ils se sont tournés vers des informateurs, d'anciens employés, des associés mécontents et même d'anciens amants ont été discrètement approchés. Un à un, ils commencèrent à parler. Une ancienne assistante, qui avait travaillé avec Rick au cours de la 4e saison de la série, a affirmé qu'on lui avait demandé de falsifier les évaluations d'antiquité. Ces mêmes documents ont ensuite été utilisés pour dissimuler des activités illicites. Un préposé à l'entretien a avoué avoir installé des planchers cachés et branché des systèmes de sécurité sophistiqués. Et dans l'une des propriétés locatives de Rick, un autre ancien employé a révélé que Rick lui avait payé $1 500 en espèces pour disparaître après être tombé sur une livraison qui n'avait rien à voir avec des antiquités. Mais les preuves les plus accablantes provenaient des dossiers financiers. Des dizaines de transferts ont été attribués à des comptes aux îles Caïmans, acheminés via la Suisse et finalement redirigés vers une exploitation minière au Venezuela ou une opération qui n'existait pas. Au début, les transactions ressemblaient à une évasion fiscale typique, mais une analyse plus approfondie a révélé qu'elles correspondaient au schéma connu des activités de trafic dans cette région. Rick ne cachait pas seulement de l'argent, il finançait le mouvement des personnes, le tout sous couvert de son commerce d'antiquités. Les preuves étaient accablantes. Mais les agents fédéraux avaient besoin de plus, ils avaient besoin de Rick lui-même. Ils ont orchestré une opération d'infiltration en utilisant un informateur confidentiel, un ancien partenaire commercial qui s'était retourné contre Rick face à ses propres accusations. Les agents ont convaincu Rick d'assister à une réunion privée dans un hôtel de luxe, sous prétexte qu'un investisseur étranger souhaitait acheminer de l'argent via son prêteur sur gage. La conversation a été enregistrée. Rick n'a pas hésité. Il a parlé ouvertement, en toute confiance, se vantant même de déplacer des produits de contrebande d'une manière qui a choqué les agents. Il a utilisé le terme « poids en mouvement », une expression qui indiquait clairement qu'il entretenait des liens profonds avec le milieu criminel. Mais quand il a fait remarquer avec désinvolture, c'est plus facile quand ils sont jeunes et effrayés, la pièce s'est figée. C'était le moment. Dans les 24 heures, Rick Harrison a été arrêté. Les médias n'en ont eu vent que plus tard, lorsque des hélicoptères ont survolé sa maison de Las Vegas. Des agents fédéraux avaient saisi des piles de documents et d'importantes sommes d'argent liquide. Rick a été vu emmener menotté, sa façade autrefois soigneusement construite s'est maintenant brisée en un instant. Devant le tribunal, les procureurs ont exposé toute l'ampleur de l'opération, les victimes de la traite, le blanchiment d'argent, le langage codé, les comptes bancaires cachés, les faux passeports, les propriétés servant de centre de détention. Le prêteur sur gage, affirmait-il, était devenu un écran de fumée, un moyen de se cacher à la vue de tous. L'équipe de défense de Rick a tenté de faire valoir qu'il avait été victime de provocations policières, affirmant que ses déclarations faisaient partie d'un personnage qu'il avait créé pour la série. Mais les preuves étaient trop solides, trop spécifiques et trop accablantes. Le juge lui a refusé la libération sous caution. Au fur et à mesure que la sentence était prononcée, l'attitude de Rick a changé.
Le sourire confiant avait disparu. Ce qui le remplaça fut un regard froid et calculateur. C'est à ce moment-là que, selon des sources fédérales, Rick a pris sa décision. Il a proposé de coopérer, promettant de citer des noms non seulement des revendeurs et courtiers locaux, mais aussi des politiciens, des responsables de l'application des lois et des responsables des médias qui auraient aidé à garder son opération secrète. En échange, il a exigé une réduction de peine, une protection et, de préférence, l'isolement cellulaire pour le protéger des représailles. Les procureurs fédéraux ont accepté d'écouter, mais n'ont fait aucune promesse. Les informations que Rick a commencé à partager ont déclenché une réaction en chaîne imparable. Des raids ont été rapidement menés à travers l'Arizona, le Nouveau-Mexique et jusqu'en Floride. Certains des noms divulgués par Rick figuraient déjà sur les listes de surveillance fédérale, tandis que d'autres étaient restés insaisissables, des chiffres bien connus sans aucune preuve les reliant à des activités criminelles jusqu'à présent. Cependant, dans le monde carcéral, les nouvelles se propagent comme une traînée de poudre. Les hommes que Rick avait trahis avaient des amis, des alliés et des relations au sein du système. Ils portaient également des souvenirs, et ces souvenirs ont alimenté l'attaque qui a suivi. La décision de Rick de coopérer, autrefois considérée comme une opportunité en or pour un nouveau départ, s'est rapidement transformée en une énorme cible sur son dos. Le même charisme qui avait fait de lui un nom connu le qualifiait désormais de traître. Alors que les rumeurs de mauvais traitements présumés dans le système pénitentiaire se répandaient comme une traînée de poudre, le compte à rebours vers la violence avait déjà commencé. Au moment où Rick entamait son 2e mois de détention fédérale, il était un homme complètement isolé, tant émotionnellement que physiquement. Son empire s'était effondré, ses alliés autrefois fidèles lui avaient tourné le dos. Son corps, meurtri par l'attaque, portait les cicatrices de ses choix. Mais ce qui semblait être la fin du processus pour Rick Harrison n'était que le début d'une enquête de grande envergure. Chaque jour qui passait apportait de nouveaux noms, de nouvelles victimes et d'innombrables mensonges dévoilés. Celui qui avait autrefois bâti une fortune en négociant des cartes de baseball faisait désormais face à des accusations bien plus sinistres, blanchiment d'argent et trafic d'êtres humains. Au fur et à mesure que l'enquête approfondissait, il est devenu clair que Rick Harrison maîtrisait l'art de la tromperie, non seulement dans les affaires, mais dans la vie elle-même. Lorsque la nouvelle de l'arrestation de Rick pour blanchiment d'argent et trafic d'êtres humains a éclaté, le public a été stupéfait. Mais personne n'a ressenti plus douloureusement le poids de cette révélation qu'Austin, Shirley Russell. Shirley n'était pas seulement la co-star de Rick étoile de pion, il faisait partie de la famille. Leur lien remonte à plusieurs décennies, un voyage partagé à travers le rire, la gloire et la fortune. Maintenant, Shirley était sous le choc, lisant les gros titres, luttant pour comprendre comment l'homme qui avait été son mentor était soudainement étiqueté comme l'un des personnages les plus sombres de l'histoire criminelle moderne. Pour Shirley, ce sentiment n'était pas seulement de l'incrédulité, c'était la dévastation. Dans un premier temps, il a refusé de s'exprimer. Alors que les journalistes encerclaient le Gold et Silver Pawn Shop, Shirley gardait les portes fermées, les stores tirés et son téléphone silencieux. Les paparazzi campaient devant sa maison. Les fans l'ont inondé de messages sur les réseaux sociaux, exigeant des réponses, c'est vrai. Je le savais. Il aurait pu être impliqué. Le poids des soupçons du public l'a presque écrasé. Mais c'est à huis clos, dans l'intimité de sa propre maison, que Shirley a véritablement commencé à s'effondrer. Il avait toujours admiré Rick, non seulement en tant que patron mais aussi en tant qu'homme qui avait changé sa vie. Avant le spectacle, Shirley n'avait pas grand-chose à son actif. Il travaillait à temps partiel dans un prêteur sur gage, effectuant des tâches subalternes et n'était jamais vraiment considéré comme quelqu'un avec du potentiel. Mais Rick avait vu quelque chose en lui ou du moins, Shirley pensait que c'était le cas. Il a encouragé Shirley à embrasser la caméra, à exagérer son personnage maladroit et à devenir le soulagement comique que le public adorait. Et ça a marché. Étoile de pion est devenu un phénomène culturel et la renommée de Shirley est montée en flèche. Il est devenu un nom connu, apprécié pour son charme décontracté, son ignorance attachante et son rire incomparable. Pourtant, hors champ, quelque chose avait changé. Shirley avait commencé à grandir, à mûrir, à apprendre de Rick ou du moins c'est ce qu'il croyait. Après l'arrestation de Rick, Shirley a commencé à revenir sur chaque interaction, chaque réunion, chaque commentaire désinvolte. Lentement mais sûrement, les pièces d'un puzzle troublant ont commencé à se mettre en place. Il commença à se remémorer des moments qu'il avait autrefois écartés, des signaux d'alarme qu'il n'avait pas remarqués. Il y a eu une fois où Rick lui avait demandé de signer pour un envoi qui n'était jamais arrivé au magasin, ce que Rick a expliqué comme un accord privé avec un acheteur à Dubaï.
Ou la fois où Rick l'avait envoyé récupérer un mystérieux colis sur une piste d'atterrissage privée, lui demandant de ne pas poser de questions. Shelley avait plaisanté à ce sujet, « Qu'est-ce que c'est ? Quelque chose d'une affiche ?» Mais Rick n'avait pas ri. Au lieu de cela, il avait simplement regardé Shelley avec une expression sombre et avait dit, « Moins vous en savez, plus vous êtes en sécurité. » Et puis il y a eu les disparitions, les personnes qui étaient entrées dans l'orbite de Rick pour ensuite disparaître sans laisser de traces, stagiaires, assistants, vendeurs. Une femme en particulier avait laissé une impression sur Shelley. Elle était jeune, vive et calme, s'occupant du planning et de la logistique avant de démissionner soudainement. Lorsque Shelley a demandé pourquoi, elle a simplement répondu « J'ai vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir ». Il se souvenait encore de la peur dans ses yeux, du tremblement nerveux dans sa voix. Mais une fois de plus, il avait laissé tomber. Dans le monde trépidant de la télévision, les gens allaient et venaient tout le temps. Ce n'était pas inhabituel. Du moins, c'est ainsi qu'il l'avait vu à l'époque. Maintenant, en regardant en arrière, il ne pouvait s'empêcher de penser qu'il avait raté quelque chose d'important. Ce qui faisait le plus mal, cependant, n'était pas seulement l'accumulation de preuves contre Rick, c'était le souvenir obsédant d'une conversation qui persistait dans l'esprit de Shelley depuis des années. C'était arrivé lors de la 7e saison de Étoiles de Pion, après que l'équipe ait terminé le tournage de la journée. Rick avait invité Shelley chez lui pour prendre un verre. Ils étaient assis dans le jardin de Rick, avec l'horizon de Las Vegas brillant au loin. Après quelques verres, Rick, légèrement ivre, se pencha et dit quelque chose qui glaça le sang de Shelley. « Vous savez, le magasin n'est que la façade. Le véritable argent est dans ce que vous ne pouvez pas voir. » Shelley avait ri, pensant que c'était une blague. Mais Rick n'avait pas souri. Au lieu de cela, il a regardé la nuit qui s'assombrissait et a ajouté, « Il y a deux types de personnes dans ce monde, ceux qui sont habitués et ceux qui consomment. J'ai décidé il y a longtemps lequel je voulais être. » Shelley n'avait pas demandé ce que Rick voulait dire. Il ne voulait pas savoir. Mais maintenant, après tout ce qui s'était passé, il ne pouvait s'empêcher de souhaiter avoir insisté pour obtenir des réponses quand il en avait l'occasion.